Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous sur Médiane TV. Très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois pour un nouveau rendez-vous d'On se dit tout. Aujourd'hui, justement, on va tout se dire, on va parler de la pression scolaire. Attention à nos enfants et si trop d'exigences étaient au contraire néfastes. Ça, c'est pour le dossier du jour. Ensuite, on enchaînera avec l'interview santé. Je recevrai pour vous le professeur Omas Frewi. Quand bébé tarde à venir, quand consulter? À tout de suite. Nos enfants, leur sérénité, leur psychologie, leur amour, c'est véritablement l'un de mes chevaux de bataille dans cette émission, dans On se dit tout. Alors c'est vrai que nous voulons le meilleur pour eux, mais attention à trop leur mettre de pression. Attention à cette pression qui peut être néfaste, elle peut venir de l'école, mais elle peut aussi venir des parents. On ne vous dit pas qu'il ne faut pas les encourager, ni les motiver, au contraire, mais justement, on va essayer de discuter tout cela avec mes deux spécialistes qui sont sur le plateau. D'abord Sonia Bourriel, bonjour. Bonjour Yasmine. Vous êtes enseignante, spécialiste des sciences de l'éducation, coach scolaire. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Et Rita Alami, vous êtes psychologue, psychothérapeute, spécialiste des enfants à Casablanca. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Avec plaisir. Alors c'est vrai mesdames qu'on ne dispose pas de chiffres concernant la pression scolaire, ni ses conséquences, ni les méthodes, mais vous êtes des femmes de terrain, Sonia à l'école et Rita au cabinet. Donc on va essayer de faire un petit peu ce sondage, comment ça se passe. Est-ce qu'il y a véritablement cette pression scolaire? Est-ce que vous la ressentez à travers les cas que vous recevez, Rita Alami? Alors effectivement, et depuis quelques années, je dirais déjà, on remarque que nous recevons de plus en plus, moi et mes collègues psychologues, d'enfants et d'adolescents en pression scolaire, avec des crises d'angoisse, et on arrive même aux phobies scolaires, malheureusement de par toute la pression qui se trouve derrière. Mais normalement, quand ils arrivent la première fois chez vous, quand les parents les ramènent en consultation, ils ne viennent pas vous voir en sachant que c'est dû à l'école. C'est-à-dire que ça s'exprime d'une autre manière. Effectivement, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que 80% des consultations chez le psychologue et pédopsychologue sont pour des difficultés scolaires, c'est-à-dire qu'on vient nous voir pour nous dire l'enfant ne se concentre pas, il ne suit pas en classe, il n'est pas assez performant, pourtant il est intelligent. Et puis après c'est à nous de faire le travail pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et c'est là où on atterrit sur la pression scolaire. Tous les facteurs autour de la pression. Oui. Absolument. Alors Sonia, vous c'est l'école. Oui. C'est de chez vous que sort la pression. Vous allez me dire pas toujours, parce que parfois on va arriver à ça. Il ne faut pas que je brûle les étapes. Mais justement, Sonia, normalement, une bonne classe, comment elle devrait s'articuler? Qu'est-ce qui fait que certains enfants sortent avec beaucoup de pression de l'école? Alors, la pression en milieu scolaire est une réalité. Effectivement, on a une pression sur les élèves. Cette pression, elle s'exerce, elle est poussée, enfin, elle est liée à différents intervenants. Donc, on a les parents et la société. Je m'explique. Les parents vivent dans notre société avec tout le chômage, avec les difficultés, le coût de la vie chère. Et quelque part, les parents craignent pour leurs enfants une situation d'échec scolaire. Et donc, il y a toute une pression qui est liée par rapport aux notes et une certaine impatience des parents. Je donne un exemple concret, la maîtrise de la lecture. Oui. Un enfant qui entre en CP, il est tout à fait normal qu'il ne sache pas lire. Eh bien, il y a des parents qui vont, au bout du premier mois, venir me voir en me disant « Mais Madame Sonia, il ne sait pas lire. » Je n'ai pas de panique, c'est tout à fait normal. Mais il s'agit vraiment de pression liée aux parents. Il y a des pressions qui sont liées aux enseignants. Oui. Donc les enseignants qui, dans leur langage, vont mettre la pression sur les élèves, vont leur demander une certaine exigence. Il est bon d'être exigeant, c'est bien, il faut avoir de l'exigence, mais pas au point où l'enfant ne peut plus le supporter. Hein, vous voyez? Absolument. On a aussi des exigences, enfin de la pression liée au groupe de pairs, aux autres enfants, c'est-à-dire que les enfants, entre eux, sans que l'enseignant mette en place un système de classement, hein, sans que l'enseignant veuille classer les enfants entre eux se classent, et puis il y a une reconnaissance qui se fait à travers la performance scolaire. Il y a aussi, en quelque sorte, parfois les écoles elles-mêmes qui créent cette pression, parce que ça alimente le marketing de l'école, l'image de l'école. Exactement. On est dans une société où on veut être le meilleur.
on est dans un système élitiste et cette pression, elle est réelle. Malheureusement, certains enfants perdent leurs moyens lors des évaluations, lors des examens, parce qu'il y a trop de pression. Et là, il faut faire appel à un médiateur, à une tierce personne, pourquoi pas, à ma collègue. Exactement. Justement, Rita Alami, là, ce qu'on est en train de faire, on n'est pas en train de dire aux parents qu'il faut lâcher vos enfants dans la nature, pas les accompagner, pas les suivre, absolument pas. C'est pas ce qu'on est en train de dire, mais on est peut-être en train de tirer une petite sonnette d'alarme. C'est le début de l'année, on va dire. Les choses sont encore à rattraper. Qu'est-ce qui pousse des parents finalement ou des enfants à être en stress, à être en dépression aussi petits? Parfois c'est le CP, CE1, collège. Donc voilà, ils sont déjà dans une forme de saturation. Ils arrivent chez vous. Très bien. Alors déjà, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Sonia, parce que c'est un point qui me paraît important. Déjà, il faudrait peut-être pouvoir différencier l'exigence de la pression scolaire. Alors, un parent exigeant est un parent qui accompagne son enfant, il le soutient, il l'aide, il accepte surtout ses points forts et ses défaillances. Donc ça, c'est une exigence qui est positive et structurante pour l'étudiant, l'élève et l'enfant. Et il le faut. Et il le faut. Mais on appelle ça de l'exigence? C'est de l'exigence parce que c'est bien dosé. Oui, ok. Et que surtout, on est dans l'acceptation du manque, c'est-à-dire qu'on accepte l'enfant avec ses points forts, mais aussi avec ses fragilités. C'est ça, être exigeant. Alors après, quand on parle de pression, on est dans quelque chose de différent. La pression, c'est que le parent met l'enfant, son enfant, sous pression, c'est-à-dire qu'il y a du chantage. Si tu n'as pas telle note, tu n'auras pas ceci. Il y a souvent du harcèlement. Alors maintenant, c'est la mode du harcèlement à travers l'extranet ou le pronote, c'est-à-dire que les parents, ils sont toute la journée sur pronote pour voir les notes des enfants et les enfants se sentent réellement harcelés et ils en souffrent. Et les adolescents, peut-être encore plus. Très souvent, il y a une espèce de culpabilité. Pourquoi? Parce que l'enfant, quand il n'arrive pas à suivre, quand il n'arrive pas à être à la hauteur, il culpabilise. Absolument. Alors, voilà. Alors là, en fait, c'est quand on est dans la pression scolaire, on favorise l'élève, j'allais dire... Plus que l'enfant. Beaucoup plus que l'enfant. C'est-à-dire qu'on devient plus le parent de l'élève que le parent de l'enfant. On ne voit plus dans notre enfant, finalement notre bébé, mais on est en train de voir un enfant dans l'école, à la maison. Mais justement, Rita Alami, qu'est-ce qui fait que nous, en tant que parents, on peut se transformer de l'intérieur et ne plus voir l'enfant, notre enfant, et notre bébé, comme vous l'avez dit, mais plutôt comme l'élève, c'est-à-dire comme l'élève, comme la note, comme mon faire valoir? Très bien. Alors, si vous permettez, je vais vous répondre, mais en commençant par le commencement. Parce qu'un élève, avant d'avoir 4 ans, 5 ans, 6 ans, il a d'abord été un bébé. Avant d'être un bébé, il a été un fœtus. Alors, il faut savoir que quand la femme est enceinte, à partir du 3e mois, le bébé est un bébé fantasmé. C'est un bébé imaginaire. Alors, c'est vraiment inconscient. Inconsciemment, la maman va attribuer à ce bébé toutes ses attentes, d'accord, vraiment, et tout ce qu'elle n'a pas pu réussir, tout ce qu'il faut combler. Donc c'est un enfant qui est censé ressembler à papa ou à maman, qui est censé avoir telle qualité, tel défaut. Il est censé, si moi j'ai rêvé d'être pilote ou médecin, il faut que mon enfant le fasse. Voilà. Alors ensuite, pour certains parents, ce n'est même plus l'enfant imaginaire, ça devient le bébé narcissique. C'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'il réalise tout ça, on n'accepte pas ses fragilités et on n'accepte pas qu'il ne soit pas excellent à l'école. Donc, mais on est tous comme ça ou certains parents sont comme ça pour des raisons particulières? Le bébé imaginaire, c'est pour toutes les mamans. Okay. Parce que c'est quelque chose qui est naturel. Après, au moment de l'accouchement, tout de suite, quand on voit notre bébé, là, il y a une espèce de restructuration et on se réévalue. Tout ça, c'est inconscient. Oui. Et on accepte certaines choses, on voit qu'il y a des changements. Le bébé ne ressemble pas à ce que je voulais ou tiens, il me ressemble un peu, etc. Et la maman, elle passe les quelques premiers mois à s'adapter à son bébé. Ça, c'est pas toutes les mamans. Après, on a une catégorie de parents, là on va parler de maman et de papa, qui restent sur leur niveau d'attente et d'exigence. Alors, cet enfant-là, on attend de lui qu'il vienne combler nos manques. Mais pardon de vous interrompre, c'est-à-dire juste pour les parents qui nous suivent, pour qu'ils ne soient pas déstabilisés, tous les parents qui nous suivent, on va dire, aiment leurs enfants. Oui. C'est-à-dire que vous dites que c'est inconscient, donc j'imagine les parents chez eux en train de se dire, oui, mais moi j'aime mon enfant, je l'aime, on va dire tel qu'il est. Est-ce qu'on les aime vraiment tels qu'ils le sont? Je vois en fait, la psy qui n'est pas très d'accord. Oui, c'est-à-dire que déjà nous, en tant que psychologue, on n'est pas trop dans la généralisation. On aime nos enfants, oui. Certains parents aiment leurs enfants, d'autres moins. Donc après, vous n'avez pas de tabou par rapport à ça. Vous pouvez l'exprimer sans problème. Oui, c'est normal.
C'est normal. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, on peut aimer son enfant. Et très souvent, on aime nos enfants. Oui. Mais on les aime tellement dans la continuité de nous-mêmes qu'on attend que ce soit des enfants narcissiques, des enfants qui vont réussir sur le plan scolaire, des enfants qui vont nous apporter à nous, parents, des satisfactions. Alors, quand l'enfant ne répond pas à ce niveau d'exigence, effectivement, ça devient... ça me fait mal. Ça me fait mal et on rentre dans autre chose. Alors justement, Sonia, vous êtes spécialiste des sciences de l'éducation, vous avez été maîtresse également, enseignante à l'étranger, au Maroc. Est-ce que vous avez rencontré ce profil de parents? C'est-à-dire qu'ils viennent vous voir, Madame, mon enfant n'a pas de très bonnes notes, je ne comprends pas pourquoi il ne me ramène pas de bonnes notes. Comment vous les rencontrez, ces parents? Comment vous les trouvez? Alors, on essaie de discuter avec eux, de leur expliquer que les enfants sont différents, que certains ont besoin de plus de temps. On essaie un peu aussi de voir ce qui se passe à la maison, comment ils travaillent à la maison. Mais dans quel état ils viennent vous voir? Alors, dans une incompréhension totale, voire dans une impuissance, parce que pour eux, ça les renvoie à leur rôle de parents. Hein, donc, quelque part, ça touche quelque chose de l'imperfection. Et puis, l'imperfection dans notre société n'a pas sa place. Hein. On voudrait tous être parfaits. On voudrait que notre enfant soit totalement idéal, qu'il n'ait aucune difficulté. Hein. Dans notre système, on nie un peu les difficultés alors qu'elles font partie de la vie, elles font partie du processus d'apprentissage, les erreurs font partie du processus d'apprentissage. Et donc à ces parents-là, on essaye de discuter avec eux, de verbaliser, on essaye de les amener à relativiser. Hein, par exemple, en terminale, si l'enfant n'a pas une excellente note, ou même avant, hein, il y a des élèves qui viennent me voir, oh, Madame, vous vous imaginez pas, si j'arrive avec un 8 sur 10, maman, elle fait la tête. Hein. Elle fait vraiment la tête. Mais moi, j'ai mal au cœur pour ces enfants, parce qu'en fait, pour peu qu'ils se retrouvent avec une institutrice ou un instituteur dans cette pression également, ils se retrouvent vraiment au milieu entre deux courants de pression, la maison d'un côté et l'école de l'autre. Et ça, c'est désastreux pour la psychologie d'un enfant. Effectivement, c'est désastreux pour la psychologie d'un enfant, mais dans tous les cas, je veux dire, c'est désastreux quand bien même il n'y avait que l'enseignant qui mettait de la pression ou que le parent, pour l'enfant, c'est quand même délicat à gérer. Et pour ma part, je pense qu'il faut discuter, échanger et faire appel à un médiateur. Mais comment vous discutez avec ces parents, justement, qui viennent vous dire, écoutez, vous donnez des devoirs, on en rajoute à la maison, on le fait travailler, il a des cours supplémentaires et il ne s'en sort pas. Qu'est-ce que vous dites? Donc il faut revoir peut-être un travail au niveau de la méthode. Je dis aux parents, je dis venez me voir sur un créneau horaire précis. À partir de là, on regarde comment ils travaillent. Ce n'est pas qu'une question de quantité de travail. On essaie aussi de leur faire comprendre ça, que les enfants ont besoin d'un équilibre. Un équilibre, ils ont besoin de s'amuser, ils ont besoin de s'ennuyer. Effectivement, on leur inculque la culture du travail, mais peut-être que la manière dont les enfants font leurs devoirs ou dans la manière dont l'organisation des devoirs est proposée à la maison, n'est pas bénéfique pour cet enfant-là. Et donc on essaie vraiment de voir avec les parents concrètement qu'est-ce qu'il en est à la maison pour pouvoir leur donner des éléments de réponse. Hein, par exemple, l'apprentissage de leçons, y a des parents qui viennent me voir, qui me disent il n'arrive pas à apprendre ses leçons ou il n'arrive pas à apprendre sa poésie, par exemple. Mais quand je m'attarde auprès de l'enfant, je constate qu'en fait, il n'a pas compris sa poésie. Il n'a pas compris la leçon. Donc pour lui, c'est très difficile d'apprendre quelque chose alors qu'il n'a pas compris. Vous voyez, donc il faut aussi travailler, il faut que l'enseignant il discute, il échange avec les parents, qu'ils prennent le temps d'échanger aussi avec l'enfant pour pouvoir proposer une solution adaptée à chaque enfant. On va revenir sur ce point parce que je pense que ça doit être difficile pour des parents qui sont dans cette forme de rigidité, bien sûr sans aucun jugement de valeur, mais dans cette forme de structuration, de changer facilement de position par rapport à leur enfant. C'est pas évident, effectivement, c'est pas évident. C'est très difficile pour eux parce que ça nécessite de se remettre en question. Voilà. Et de remettre on va revenir sur ce point, mais si vous permettez avant, Rita Alami, justement, vous voyez ces enfants dans votre cabinet, donc ils viennent avec une lourdeur, une douleur intérieure, et est-ce que cette douleur est généralement palpée par les parents? Est-ce qu'elle est perçue par les parents? Est-ce qu'elle est vue? On se dit un enfant, finalement, il est là pour avoir de bonnes notes, et il n'est pas supposé se sentir mal, être déprimé, ne pas être heureux. Alors malheureusement, très peu. Pourquoi? Ce qui est palpable, c'est ce qui est bruyant. C'est-à-dire quand on a un enfant qui se rebelle, qui crie, qui est hyperactif,
qui crée des problèmes au sein de l'école, là, effectivement, on va consulter pour cet élément-là. Après, la pression, très souvent, ça passe pour être quelque chose de normal. Et quand l'enfant exprime sa souffrance, ce qu'il entend de la part de beaucoup de parents, c'est, comme on dit, c'est nous le chouche, tu es gâté, d'accord, tu es gâté, tu veux pas travailler, etc., etc. Il y a un sentiment d'incompréhension. Or, aujourd'hui, comme l'a souligné ma collègue, c'est important, un enfant, on va prendre un enfant du primaire, il passe en moyenne 7 heures par jour sur une table. Est-ce qu'un enfant de 5, 6, 7, 8 ans est fait pour passer 7 heures sur une table? Est-ce qu'un adulte est capable de passer... Et encore. Exactement, sans bouger, sans... Ces enfants-là, quand ils arrivent le soir à la maison, ils ont besoin de manger, de prendre un goûter, de se reposer, de décompresser avant de pouvoir passer éventuellement à l'étape des devoirs. Absolument. Et là encore, on a la pression qui arrive. Pourquoi l'enfant, il faut que dès qu'il rentre de l'école, moi c'est ce que j'entends, hein, mon fils quand il rentre de l'école, il ne veut pas travailler. Et là je pose la question, à quel moment vous lui demandez de travailler? À 18 heures, sachant que l'enfant il sort de l'école à 17 heures. Ce n'est pas possible. Un enfant décrochera sur le plan attentionnel et c'est normal. Donc la pression, malheureusement, aujourd'hui, elle est toute la journée. Mais ça aussi, c'est le problème des devoirs, parce que justement, vous le dites, un enfant rentre à la maison à 17 heures, il a besoin de décompresser, et rapidement, on va lui dire d'enchaîner sur les devoirs. Et en même temps, il faut vite enchaîner sur les devoirs, parce qu'il faut qu'il dorme tôt, parce que c'est un enfant. Sauf qu'on se dit, la pression, finalement, même en tant que parent, quand on n'a pas envie de la mettre à nos enfants, quand on a envie d'être compréhensif, elle s'impose à nous. Effectivement, vous avez raison. Il y a aujourd'hui beaucoup de structures et d'écoles privées, pour dire les choses comme elles sont, qui cherchent aujourd'hui à avoir une image positive de l'école. Ce sont des écoles élitistes. Alors, ce que font la majorité de ces écoles-là, c'est d'imposer, mais très tôt, à partir de la grande section, à des enfants des devoirs tardifs. Donc, c'est des enfants qui vont devoir travailler 1 heure, 1 heure et demie tous les soirs, en langue arabe, en française, en anglais et en maths. Ces 1 heure, 1 heure et demie, c'est un minimum, parce qu'on se retrouve avec des enfants, exactement. Exact. Ces enfants-là, ce qu'on arrive finalement, en fait, on arrive à avoir des enfants qui sont dégoûtés. Oui. Ils vont à l'école parce qu'ils sont obligés. Ils rentrent à la maison, ils font leurs devoirs parce qu'ils sont obligés. Tout à fait. Et à la fin, on a très souvent des enfants anxieux. Et quand l'anxiété, elle augmente et qu'elle n'est pas traitée, on arrive à la phobie scolaire. C'est des enfants, quand ils arrivent, quand ils s'approchent de la porte de l'école, on a beaucoup de collégiens et lycéens comme ça, certains s'évanouissent, d'autres se mettent à vomir, à avoir mal au ventre. Voilà. Et finalement, il y en a qui s'absentent pour plusieurs mois de l'école. Absolument. Alors, par rapport à cette question de la pression scolaire, certains disent c'est la faute de l'école. Oui. D'autres enseignants vont dire c'est les parents qui mettent la pression. Sonia, vous, de par votre pratique, est-ce que vous avez déjà eu des parents qui sont venus vous dire donnez encore plus de travail? Oui. Alors, en fait, on a tout type de parents. On a des parents qui vont réclamer des devoirs, d'autres qui vont s'en plaindre. On a vraiment différents types de parents. Mais effectivement, on en a pour qui les devoirs sont synonymes de paix à la maison. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'enfant travaille, eh bien, les parents sont tranquilles à la maison. Ça fait moins de bruit, entre guillemets. Oui. Et donc là, on leur explique qu'il vaut mieux un exercice ciblé, un exercice ciblé, maîtrisé, compris par l'enfant, plutôt que des pages et des pages de fiches, d'exercices à faire et à rendre pour le lendemain ou le surlendemain. On leur explique bien que la majorité du travail... Mais est-ce que vous avez des parents qui viennent vous dire mettez encore plus de pression, aidez-nous en mettant plus de pression? Oui, qui disent très bien, Zahir. Oui. Ça m'a toujours choqué. Ça m'a toujours choqué d'entendre de la part de parents Zahir Oustada. Ça m'a toujours choqué. Et là, moi, ma réponse, ça a été de dire non, moi je ne zaïre pas. Au contraire, je vais les faire venir vers moi d'une autre manière. C'est-à-dire que je vais leur faire apprendre, je vais leur faire aimer ma matière, je vais leur montrer comment on apprend les choses et quel est le plaisir d'apprendre pour que ces enfants-là soient bien à l'école. Mais justement, ça devrait être la mission de l'école, le plaisir d'apprendre. Pourquoi tellement d'enseignants et d'écoles s'éloignent de cette mission qui reste, quand elle est prise à sa juste valeur, une mission très noble, apprendre à aimer apprendre. C'est beau. Oui, c'est beau. C'est parce qu'on est dans un système élitiste, Yasmine, parce qu'on dans notre système, il ne suffit pas d'avoir le baccalauréat. On veut avoir le baccalauréat et on espère avoir la meilleure note possible pour pouvoir décrocher. Mais quand on aime apprendre, on peut faire un bac plus 20 avec beaucoup de plaisir. Oui, mais la note est derrière tout ça, en fait. Et on attend
on attend de la réussite par la note et on attend vraiment d'obtenir le meilleur bulletin possible. Vous voyez, un parent qui aurait un enfant qui obtiendrait le baccalauréat à 12, ben pour lui, c'est pas une réussite. C'est un échec. C'est un échec. Oui, vous comprenez ce que je veux dire? Et du coup, c'est très difficile. Il faut vous dire aussi que cette pression, au niveau de la famille, moi je le vois, il y a des parents qui me disent, pendant les évaluations, pendant les examens, pendant toute une semaine, on sort plus. On sort plus, on bouge plus. La famille ne vit qu'au rythme des évaluations, des examens. Les enfants ne vivent que par ça. Et donc il y a c'est comme si c'était sacralisé. C'est comme si attention, il y a les examens, il y a les évaluations. En tant qu'enseignante, je peux pas dénigrer cela, mais pas au point. Il faut relativiser. Il faut relativiser. Mais justement, le but de l'émission d'aujourd'hui, c'est vrai que l'école c'est important, l'apprentissage c'est important et c'est ce qui garantit, on va dire les choses telles qu'elles sont, un métier qui va nous permettre de vivre. Oui, d'ailleurs, les études le prouvent. Oui, absolument. Mais juste une petite chose. Ce que je souhaite vraiment pointer du doigt aujourd'hui, c'est jusqu'où sommes-nous prêts à aller en tant que parents, pas financièrement bien sûr, mais en termes de pression, pour avoir ces résultats. Est-ce qu'on délaisse la tendresse, l'amour? Est-ce qu'on ne voit plus que l'élève? Ou bien, attention, un enfant épanoui, c'est aussi un enfant qui est capable de donner plus. Donc c'est vraiment le cœur de l'émission. Rita, justement, si vous le permettez, ces enfants, qu'est-ce qu'ils vous disent? Comment ils ressentent cette pression? Comment ils la vivent? Alors, ce qu'on entend très souvent, c'est « je déteste l'école ». Je travaille parce que je suis obligée, parce que sinon papa va crier, maman va crier. C'est-à-dire qu'on parle de l'école, c'est vraiment l'enfer. Ce qui est dommage. D'ailleurs, je voudrais rajouter un point à ce qu'a dit Sonia, c'est qu'aujourd'hui, il y a aujourd'hui un côté commercial dans certaines écoles. Oui, c'est vrai. On veut avoir le 100% de taux de réussite en terminale S, d'accord, avec une majorité de mentions. Alors, ce que font certains établissements, je ne généralise pas, c'est qu'à partir, mais vraiment du primaire, il y a une espèce de sélection. Tous les élèves ayant des difficultés, on fait en sorte, et ça je l'ai vécu de près, et je l'ai vu dans plusieurs écoles, on fait en sorte qu'ils quittent. On les pousse à bout? On les pousse à bout. Comment, par exemple? Par du harcèlement. C'est-à-dire qu'on va harceler des parents, on a des écoles spécialisées là-dedans. Ils vont appeler les parents tous les jours. Et je pèse bien mes mots. Votre enfant a oublié le stylo bleu. Votre enfant, il a eu -2 parce que le cahier texte n'a pas été convenablement couvert. Et c'est comme ça, au bout de la fin de l'année, les parents sont tellement épuisés, en général démoralisés, qu'ils finissent par changer d'établissement. Mais c'est une politique de l'école qui commence dès le primaire. Après, au collège, c'est encore pire. Alors, c'est simple. Ceux qui arrivent en seconde sont en général les élèves les plus brillants sur le plan scolaire. Voilà. Et ça garantit à l'école les fameux 100% de mention aussi, parce que c'est ce qui est recherché. C'est pas la réussite aujourd'hui, c'est la mention. Mais justement, est-ce que on se dit ces écoles mettent en place ce genre de politique? Quelles répercussions sur l'enfant, sur sa psychologie, et sur les enfants qui restent jusqu'au bout? Des répercussions négatives. Et je vous répondrai par de la pratique. Aujourd'hui, nous les psychologues, on reçoit de plus en plus d'enfants très jeunes, malades, en souffrance, en dépression, avec de grosses crises d'angoisse. Ça, on ne le voyait pas il y a quelques années. Il y a 10-15 ans, on ne voyait pas ça. Mais ça s'accentue et on le sent chaque année un peu plus que l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de pression et que certains parents rentrent dans ce jeu-là. Absolument. Et il y a un point aussi qu'on n'a pas encore cité. C'est les capacités de l'enfant. Tout à fait. Mais on met de la pression à qui? Et si on a un enfant qui a des troubles au niveau de la mémoire, il n'est pas malade, effectivement, il est intelligent, mais il a une mémoire défaillante. On fait quoi? À quoi ça sert de mettre de la pression à cet enfant? On s'acharne sur lui. On le bloque, on s'acharne et on le rend encore plus défaillant qu'il ne l'est. Et voilà. Absolument. C'est pas du tout productif. Mais justement, Sonia, le rôle de l'école dans ça, est-ce que vous avez été, en tant qu'enseignante, déjà encouragée à mettre de la pression sur les enfants? Personnellement, personnellement, oui. Non, vous n'avez pas vécu ça? Non, moi personnellement non, parce que je pars du principe que apprendre, ça doit être un plaisir. Et que mes élèves, faut qu'ils, à partir du moment où j'entre en classe, il faut qu'ils soient contents de me voir et contents de pouvoir étudier. Vous êtes le type de maîtresse qu'on rencontre dans la rue plus tard et oui, et qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir. Oui, donc voilà. Donc et puis je fais ça avec amour. Hein, je fais ça par passion. C'est un plaisir aussi d'enseigner pour moi. Hein. Faut le savoir aussi. Pour de nombreux enseignants, c'est un plaisir. Effectivement, il y a malheureusement tout ce côté pression, élitiste. Tout ce côté marketing qui est malheureux et qui atteint la nature même, l'esprit même de l'école et de l'apprentissage. Mais
j'ai envie et j'espère que les enseignants, à travers cette intervention, à travers cette émission, pourront se dire, oui, effectivement, peut-être qu'on met trop la pression à nos élèves, peut-être que voilà, si je choisis bien mieux mes mots, peut-être que mon élève se sentira plus rassuré, comme quoi, par exemple, plus productif. Le fait de dire aux élèves, il vous reste 4 semaines pour les examens. Ouais. Les enfants, hop, il y a l'échéance temps, ça compte. Si tu fais ça à l'examen, ce sera 0, direct. Oui. Ça, c'est anxiogène. Okay. C'est très anxiogène pour les enfants. Donc là, il faut vraiment relativiser. Moi, je dis toujours, l'évaluation, ce n'est qu'un exercice comme un autre. Je le dis à mes élèves, je me dis, il n'y a pas de piège. Première chose que je fais, c'est, je dis, il n'y a pas de piège, je ne suis pas là pour vous piéger, je suis là pour vous aider, pour vous accompagner. Et je le dis, et vraiment, là, j'en ai des frissons, parce que c'est vraiment l'enseignante qui parle. Je le dis à mes élèves, et les élèves, il y en a qui ont des difficultés, Yasmine. Je ne vais pas vous dire que sur tous mes élèves, ils ont tous 10 sur 10 et tout est gagné. Mais j'ai envie de dire que le rôle de l'enseignant, il est là. Non, on peut leur faire gagner beaucoup de choses aujourd'hui, déjà en calmant les esprits oui. des enseignants, des parents et des enfants aussi. Et aussi, un enfant épanoui, un enfant serein, c'est un enfant qui peut donner beaucoup ou un peu, mais en tout cas, il donne ce qu'il est capable de donner. Et ce qui est important aussi, c'est de structurer l'élève, aider l'enfant à devenir élève. Tout ça, ça s'apprend et on va le voir en deuxième partie d'émission. On reste ensemble, la suite dans quelques instants. Plaisir de vous retrouver, à tout de suite. Toujours avec vous sur Média TV, un grand plaisir de continuer cette matinée de discussion avec les deux spécialistes, Sonia Bouroyal et Rita Alami. Nous parlons ce matin donc de la pression scolaire, attention à une exigence négative. Et puis dans quelques instants, je retrouverai le professeur Omar Sfreoui pour faire le point sur les retards de conception quand bébé tarde à venir. Quand consulter et qui consulter surtout. On reste ensemble, nous, mesdames. On continue. Rita Alami, vous êtes psychologue, psychothérapeute. Sonia Bouroyel, vous êtes enseignante, spécialiste des sciences de l'éducation. La pression est mauvaise, l'exigence est positive pour les enfants. La différence, c'est quand il y a de l'acceptation et de l'amour entre les deux. Donc, on a essayé de discuter ensemble en première partie toutes les raisons qui font que les parents mettent beaucoup de pression sur l'enfant. Donc, ce qui est extérieur à eux, mais ce qui est aussi intérieur, tous ces mécanismes psychologiques internes. Pour les téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre, vous pouvez revoir la première partie sur Média TV. On enchaîne donc pour la dernière partie. C'est une partie, on va dire, qui va être très positive parce qu'on veut tous que nos enfants réussissent, mais on veut aussi qu'ils soient équilibrés, qu'ils soient sereins. Et pour moi, franchement, en tant que mère, c'était extrêmement important. C'est-à-dire que j'ai du mal à voir mes enfants angoissés, stressés par l'école, même si, bien sûr, en tant que mère, j'ai envie qu'elles réussissent et qu'elles soient brillantes, mais voir cette angoisse dans leurs yeux, ça m'angoisse encore plus, ça me fait mal au cœur. Donc, on disait que l'angoisse peut venir un peu des parents, la pression peut venir des parents, mais elle peut aussi venir de l'école. Et ce qu'on oublie un peu, c'est que nos enfants passent du jour au lendemain de l'enfant à l'élève. Et du jour au lendemain, presque cette pression, certains parents me l'ont dit, elle peut s'instaurer dès le départ en maternelle, ce qui est incroyable. Ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est voir si c'est possible de structurer l'élève. Comment on devient élève? Quels sont les mécanismes de l'élève attitude et pour aimer l'apprentissage. Rita Alami, justement, ces enfants qui viennent vous voir et qui vous disent « je n'aime pas l'école », qu'est-ce qui leur a fait détester l'école? Alors, ce sont les parents. Surtout les parents, oui, plus que l'école? Oui, alors, je voudrais vous dire qu'il y a 2 ans, j'ai fait un questionnaire que j'ai fait passer à exactement 100 adolescents que j'avais en thérapie sur une durée d'une année. D'accord. Et en fait, c'était un travail purement personnel. Je voulais vraiment savoir cette pression. Est-ce qu'elle venait plus de tout l'enseignement? Est-ce que c'était plus les parents? Et personnellement, j'ai eu 80% de réponses, c'était les parents. Et uniquement 20% qui pensaient que la pression venait des enseignants. Ce qui est quand même assez parlant. C'est-à-dire que, vous l'avez bien dit tout à l'heure, une pression qui démarre dans la petite, moyenne et grande section. Tout à fait. C'est quand même précoce. Il y a un point qu'on pourrait relever, en fait, c'est que pour certaines catégories de parents, ceux qui eux-mêmes ont eu un échec scolaire. Vous savez, tous les parents qui n'ont pas pu mener à bout. Oui, mener leur scolarité ou surtout exercer le métier de leur rêve, etc. C'est des parents pour qui avoir, encore une fois, un enfant en difficulté scolaire,
c'est un séisme psychique. C'est quelque chose qui est inacceptable. Ça les renvoie à leur Ça les vécu. renvoie à leur propre défaillance, à leur propre souffrance. Et on voit à ce moment-là beaucoup de dépression qui se déclenchent chez le parent et par introjection chez l'enfant aussi. Alors, dans ce genre de situation, parce que finalement, quand on devient parent, et ça c'est une émission qu'on a réalisée dernièrement, devenir parent, ça veut dire quoi? J'avais pas envie de pousser le bouchon trop loin, mais ce que j'ai envie de dire, et je vais vous poser la question de façon vraiment crue et directe, et vous allez me répondre en tant que psy, si oui, finalement c'est ça la solution. Quand on devient parent, la science l'a démontré, la psychologie l'a démontré, nos mécanismes, notre passé, notre histoire, elle ressurgit d'une manière ou d'une autre. Qu'on le veuille ou non, c'est inconscient. Et quand on se retrouve avec, par rapport à ce sujet-là, à la pression scolaire, quand on se retrouve avec des enfants qui sont dépassés par cette pression, il faut se remettre en question en tant que parent. Moi, qu'est-ce que j'ai fait pour amener mon enfant à cette situation-là? Et finalement, si les parents nous regardent aujourd'hui et qui se disent « mais oui, mais si ce que vit mon enfant aujourd'hui, ça fait écho à mon histoire, est-ce que je dois aller me faire prendre en charge ?» C'est ça ma question. Est-ce que quand on devient parent et qu'on se retrouve dans des formes de problèmes avec nos enfants, parce que je me suis toujours posé cette question, un enfant à lui seul ne peut pas devenir, il peut pas faire une dépression, donc c'est les parents en quelque sorte. Est-ce qu'il faut se faire soigner en tant que parent? Alors, quand on reçoit des enfants comme ça sous pression, ce n'est pas l'enfant qu'on traite, ce sont les parents qu'on prend en guidance parentale. C'est-à-dire, on va les inviter à faire un travail thérapeutique, un travail de questionnement, de métacognition pour qu'ils essaient de comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi moi, en tant que maman, je réagis comme ça? Pourquoi je réfléchis comme ça? Quel est mon niveau d'exigence? Qu'est-ce que ça touche dans mon histoire personnelle et dans celle de mes parents et de mes grands-parents des fois? Voilà, c'est vraiment une invitation à un questionnement. Maintenant, parallèlement à ça, je voulais vous dire qu'il y a 2 ans, j'ai fondé un concept qui s'appelle l'école des parents. Alors l'école des parents, c'est quoi? C'est une formation qu'on fait sur 2, 3, 4 jours pour les futurs parents. Moi, je dis que de la même manière que, avant de rentrer dans la cuisine, on peut prendre des cours de cuisine, on apprend à cuisiner. Le métier de parent s'apprend. Surtout qu'on est quand même en 2016. Il y a un niveau d'exigence, les écoles deviennent complexes. Aujourd'hui, il faut avoir des 16 et des 17 en terminale pour accéder aux grandes écoles. Mais pour le parent normal, c'est un métier qui devient difficile. Tout à fait. À partir de là, je pense qu'il faut préparer les parents et l'école des parents évolue de là. Et c'est important de se remettre en question régulièrement. C'est très important. C'est très important de connaître la psychologie de l'enfant normal, de connaître la psychologie de développement en tant que maman. Qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pathologique, et en tant que papa. Et voilà, pour pouvoir justement, s'il y a une difficulté, ne serait-ce que pouvoir la remarquer. La remarquer, tout à fait. Sonia Bourroyel, justement, un élève, c'est une construction. C'est la construction de l'identité de l'élève. Normalement, elle devrait se faire comment? Alors, déjà, il y a différentes facettes, mais pour revenir à ce que vous avez, ce dont vous avez parlé tout à l'heure par rapport à l'élève, il faut savoir que la recherche parle du métier d'élève. Tout à fait. Donc c'est Pernoud qui en parle, qui est chercheur en sciences de l'éducation, et donc il parle vraiment du métier d'élève comme un certain nombre d'attentes qu'aurait donc l'école et les parents par rapport à l'élève. Quand on demande à un enfant qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, on n'attend pas la réponse de l'enfant. On attend la réponse de l'élève. On attend, j'ai fait des exercices de mathématiques, j'ai fait ça. On n'attend pas qu'il nous parle de sa relation avec ses camarades ou avec son enseignant. On attend vraiment le contenu scolaire. Donc effectivement... Mais c'est bien de poser cette question ou pas? Les sciences de l'éducation, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent qu'effectivement cette question se pose. Oui, elle se pose cette question, mais qu'il ne faut pas oublier l'enfant. Il y a un élève qui a dit à sa maman en fin d'année, sa maman ne souhaitait plus le scolariser. Vous voyez bien, fin juin, il n'y a plus que uniquement des jeux, des activités durant le temps scolaire, les apprentissages sont terminés. Et donc la maman a dit, c'est bon, maintenant vous ne faites plus rien, donc vous allez rester à la maison, ce n'est pas nécessaire d'aller à l'école. Réponse de l'enfant. C'est pas juste. Oui. Là, on est en train de passer des moments sympathiques avec nos camarades. Et là, on est en train de voir une autre facette de l'école. Pourquoi tu voudrais nous priver de cette facette-là de l'école? Absolument. Et il avait raison. Et la maman me l'a dit. Il m'a fait prendre conscience en me donnant en remarquant cela, prendre conscience que l'école, ce n'est pas que de l'apprentissage. L'école, c'est tout un monde d'échanges, d'interaction, de relations sociales. Mais comment l'école peut aider justement à construire ou à détruire une personnalité, la personnalité de l'enfant?
la construire en l'encourageant, en tenant compte des spécificités de chacun. Hein, on est dans chacun à pouvoir Mais l'enseignant, il a le temps, face à 30 élèves, de pouvoir faire ça. Est-ce que, franchement, en toute honnêteté, est-ce que c'est possible? Alors, l'enseignant, dans sa classe, effectivement, quand il est en train de faire cours en classe entière, il va peut-être pas avoir le temps d'aller voir tous les élèves. Mais, par exemple, les élèves qui sont en difficulté, déjà commencer par les placer à l'avant. Les placer à l'avant hein, pour les avoir sous la main, pour pouvoir les aider plus rapidement. Ça ne stigmatise pas, au contraire? Non, ça ne stigmatise pas à partir du moment où on explique qu'on est là pour aider. D'accord. À partir de, bien sûr, si on ne dit pas l'enfant, je te mets devant parce que je dois te surveiller. Non, 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 non. C'est pour, voilà. pour que je puisse t'aider, hein, pour que je puisse t'aider. Et puis on est bienveillant. Aussi, on est bienveillant et on dit aussi à l'ensemble du groupe classe, on dit bah voilà, nous sommes tous là pour apprendre. Il faut créer aussi cette solidarité entre les élèves. Il faut la créer. On n'est pas dans un système, c'est pareil, ils ne sont pas en train de passer un concours. Ils sont en train d'apprendre. On parle du primaire, on parle du collège. Et quand bien même au baccalauréat, c'est un examen. Il faut vraiment que l'enseignant puisse fédérer l'ensemble du groupe classe, hein, en faire une unité. Mais ça ne veut pas dire que chaque spécificité, chacun des élèves n'existe pas en tant que tel. Et puis je voudrais aussi faire une petite remarque par rapport à la gestion des élèves en difficulté. Sur 2 ou 3 heures, il y a un temps qui leur est dédié, donc par groupe de 4 ou 5, où les enseignants de la classe prennent en charge les élèves qui sont en difficulté et reprennent avec eux les éléments qui ont été traités durant la semaine. Très bien. Alors, et l'échange avec les parents aussi qui est très important. Échange avec les parents, bien entendu. Parce que s'il y a un dysfonctionnement à la maison, ça va continuer à se répercuter sur l'enfant. Effectivement. Par exemple, pour des enfants qui ont des troubles de la concentration, si la maman, je lui pose la première question que je lui pose, est-ce qu'il joue aux jeux vidéo ou est-ce qu'il passe beaucoup de temps devant les écrans? Si elle me dit oui, il passe tout son samedi et son dimanche, bah, je lui dis on va commencer déjà par diminuer. Hein, exactement. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Donc l'échange avec les parents est primordial. Pour moi, la pression, cette pression, elle est néfaste. Ce qui est positif, c'est vraiment d'instaurer cette culture de l'effort, cette culture du travail, mais vraiment de se vouloir rassurant, bienveillant, et puis de faire comprendre aux enfants qu'il faut faire de son mieux, et que les erreurs et que les difficultés, c'est la première étape pour pouvoir apprendre et progresser. Absolument. Et pour certains enfants, ils ne se sentent aimés par leurs parents que s'ils ont un bon bulletin et une bonne note. Et ça, c'est peut-être aussi dramatique pour les enfants que vous rencontrez, Rita. Alors, ce n'est pas pour certains enfants, mais c'est pour la majorité des enfants du primaire. Parce que leur développement cognitif ne leur permet pas encore de différencier souvent la note de l'émotion, de la compréhension du parent. C'est-à-dire que très souvent, il y a une intrication. Pour un enfant de jeune âge, une bonne note, c'est un cadeau que je fais à maman. Si je n'arrive pas, que j'ai des mauvaises notes, papa et maman ne vont pas être contents. Oui. Et à partir de là, très souvent, ce qui est interprété, c'est papa ne va pas m'aimer, maman ne va plus m'aimer. Et des fois, c'est ils vont m'abandonner. Est-ce qu'on peut désamorcer tout ça? Oui, on peut désamorcer tout ça si on a des parents qui sont suffisamment compréhensifs pour se remettre en question, pour diminuer leur exigence, leur perfectionnisme. Et que, ce qu'il faut comprendre, pour moi, en tant que psychologue, sur quoi j'insiste, ce qui est important, c'est pas d'avoir un enfant qui a des 16 et des 17 de moyenne. Moi, je préfère un enfant qui a 10 de moyenne, mais qui est autonome, qui a appris à travailler seul. Un enfant qui est souriant, qui est content d'aller à l'école, qui est équilibré psychologiquement, plutôt qu'un enfant et un adolescent qui a des 17 et 18 de moyenne et qui est malheureux. Mais Voilà. ça, pardon, oui, bien sûr, Sonia. Par rapport à ça, je suis entièrement d'accord avec ma collègue. Et ce que je voudrais juste souligner, c'est que le fait de viser toujours cette excellence, elle pousse certains enfants à tricher. Et moi, j'aurais rajouté le fait de les avoir, par exemple, d'avoir ce 12 sur 20 ou à la loyale. C'est-à-dire que c'est moi, de manière autonome, oui, et c'est moi, avec mon travail, moi-même, qui ai réussi à fournir ce que je vous propose. Alors qu'il y a des enfants, notamment dans les examens nationaux, etc., qui visent l'excellence, mais pas à la loyale. Et ça, je suis pas d'accord. Eh bien, en tout cas, sur cette note très, très, très positive, parce que c'est très important de finir sur ça, des enfants qui sont épanouis, souriants, qui sont contents d'aller à l'école et qui ont des notes à la loyale, comme vous dites, Sonia, que l'on va clôturer cette émission. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Sonia Bourroyel, enseignante spécialiste des sciences de l'éducation, et Rita Alami, psychologue, psychothérapeute à Casablanca. Merci beaucoup. Moi, je retrouve Dr Omaz Frewi dans un instant, quand bébé tarde à venir. À tout de suite. Allez, on y va donc pour cette dernière partie de notre rendez-vous d'aujourd'hui dans On se dit tout sur Médien TV. Merci beaucoup d'être avec nous et surtout un grand merci à vous
professeur Omar Sfrioui, gynécologue obstétricien spécialisé dans l'infertilité du couple. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Yasmine et merci de m'avoir invité dans ce très beau plateau. Eh bien, merci beaucoup à vous au nom de tous les téléspectateurs. Quand bébé tarde à venir, c'est notre sujet du jour. Avec vous, justement, on va en parler. Alors, pour commencer d'abord, professeur Sfrioui, quelle est la différence entre stérilité et infertilité? Souvent, il y a beaucoup de confusion autour de cela. Effectivement, il y a de l'amalgame qui se fait à travers ces deux termes. Et c'est pour ça que l'Organisation mondiale de la santé a bien fait de faire le distinguo entre ces deux termes. Et déjà, pour parler de stérilité, c'est quand on n'a plus aucune solution. Okay. C'est on définit un couple comme étant stérile quand tous les moyens ont été envisagés et qu'il n'y a aucune solution. Donc ça, c'est la stérilité, c'est du définitif. Alors que l'infertilité, c'est tout simplement la difficulté à concevoir après une durée déterminée de vie de couple, dont on parlera, et qui laisse de toutes les manières un espoir, parce qu'aujourd'hui, on sait que les traitements de l'infertilité ont beaucoup évolué et ont permis à des millions de couples qui ont ce problème d'envisager une grossesse et dans les meilleures conditions. Alors justement, un couple qui tarde à concevoir, pour vous, à quel moment on devrait consulter? Alors, c'est très important que les couples sachent, parce qu'on voit un peu de tout, hein, ceux qui sont trop pressés, les jeunes couples intellectuels qui ont une profession, qui veulent tout programmer malheureusement, et ceux qui par contre s'éternisent à arriver alors que on sait que l'âge, notamment chez la femme, a un impact. Donc quand est-ce qu'il faut parler d'infertilité du couple? Les choses doivent être claires. Pour un jeune couple et notamment pour une femme qui a moins de 35 ans, et l'âge est important, je reviendrai probablement souvent là-dessus, ils doivent se donner un minimum de 12 mois de vie de couple sans aucun moyen contraceptif et avec aussi une fréquence de rapports sexuels qui est régulière, et on estime à une moyenne de 2 rapports sexuels hebdomadaires comme suffisant. Si on a plus, c'est tant mieux, mais 2 rapports sont suffisants. Donc au-delà de 12 mois, le couple doit s'inquiéter et doit consulter. Quand la femme a moins de 35 ans. Voilà. Mais certaines... L'âge du mari compte aussi? L'âge du mari, aujourd'hui, on en parle beaucoup parce qu'on sait qu'avec l'âge, il y a de plus en plus d'impact sur la qualité du sperme plus que sur sa quantité. Mais par contre, on sait qu'il y a plus d'augmentation de risque de fausse couche. Ça, c'est connu aujourd'hui, c'est prouvé. Nous-mêmes, nous avons publié une étude assez intéressante là-dessus, notamment sur le sperme dans la population marocaine. Mais pour revenir aussi à la définition, au-delà de 35 ans chez la femme, il ne faut pas attendre autant. Il faut se donner un délai de 6 mois. Aujourd'hui, tous les experts et toutes les sociétés savantes s'accordent à attendre 6 mois dans une vie de couple, comme j'ai dit, pour consulter, ou alors dans certaines situations particulières où un des 2 membres du couple sait qu'il peut y avoir un impact sur sa fertilité, comme une femme qui a des cycles irréguliers, qui n'a pas ses règles tous les 3-4 mois, qui sait qu'elle est porteuse d'une petite anomalie ou de troubles hormonaux. Là, je pense qu'elle doit se donner un délai de 6 mois pour consulter, mais dans les autres cas, grossièrement, c'est 12 mois de vie de couple régulière avant de consulter un médecin. Très bien. Alors, le sujet, c'est bien sûr quand bébé tarde à venir, donc vous venez de l'expliquer, 12 mois pour les femmes de moins de 35 ans et 6 mois pour les femmes de plus de 35 ans. Très bien, le couple vient vous voir, ou bien c'est en général la femme seule qui vient vous voir, docteur Sfrioui? Tout à fait, madame. Écoutez, malheureusement, c'est un sujet qui reste encore assez tabou, puisque c'est un sujet qui vous tient à cœur dans pas plus d'un titre. Malheureusement, c'est surtout la femme qui se sent concernée par le problème de l'infertilité, et à tort, je dirais aujourd'hui. Et je veux passer un message à travers votre antenne pour dire que l'homme, aujourd'hui, est de plus en plus concerné par le problème de l'infertilité du couple. Mieux encore. Les études le montrent? Les études le démontrent. Et aujourd'hui, on constate une recrudescence, si ce n'est une augmentation de l'incidence de la part de l'homme dans l'infertilité. Je vais vous donner des chiffres simples. 35% des causes sont d'origine masculine, 30% sont d'origine féminine, 15 à 20% sont d'origine mixte. Donc même si monsieur envoie sa femme chez le médecin, il lui dit « Madame, vous avez un souci », il faut que le mari s'implique parce qu'une fois sur 5,
on trouve une cause chez les deux personnes, chez les deux membres du couple. C'est une cause organique ou une cause plutôt le mode de vie? Je pense au tabagisme, je pense à ce genre de... Tous ces éléments, effectivement, s'imbriquent pour augmenter l'incidence de l'infertilité. Vous savez que dans une société savante dont je suis membre, qui est la Société marocaine de médecine de la reproduction, nous avons fait une très belle étude, un premier recensement au Maroc, sur 16 régions, pour avoir une idée sur l'incidence de l'infertilité au Maroc. Et on sait aujourd'hui, on a les chiffres, hein, c'est peut-être une particularité pour le Maroc, et c'est une chance. On est à 12% de couples infertiles, c'est-à-dire qu'il y a un couple sur 8 qui souffre d'infertilité. Quand il y a 20 ans, on estimait ce chiffre aux alentours de 8 à 9%. Donc on va assister à une augmentation de ce problème dans notre pays comme de par le monde. Et il est temps, d'ailleurs j'en profite si vous le permettez, de s'atteler à résoudre ce fardeau chez ces couples parce qu'ils sont voués à eux-mêmes. Il n'y a aucune prise en charge à ce jour chez ces couples et pourtant ils se comptent par millions. Il y a 800 000 couples dans nos chiffres. Donc 1 600 000 Marocains sont concernés par ce problème. Alors, mais quand vous dites un couple sur 8 et vous dites aujourd'hui c'est véritablement presque un fléau, comment vous, en tant que spécialiste, vous expliquez scientifiquement la recrudescence de ces chiffres? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le mode de vie en 2015 là, ou 2016, l'année où nous sommes, la femme se marie beaucoup plus tardivement. Et là, c'est là où je rejoins ce que j'ai dit tout à l'heure pour parler de l'âge. L'âge moyen, on attend toujours les résultats du recensement. D'ailleurs, je les scrute au quotidien. Sur l'âge moyen du mariage pour la femme, on était dans l'ancien recensement de 2004 aux alentours de 28 ans et demi. Donc probablement qu'on va être à 31, 32 ans aujourd'hui, parce que la femme a des impératifs professionnels et scolaires avant de penser à son foyer. Donc quand elle se marie à 31, 32 ans, il y a des chances qu'au bout de quelques années, elle assiste à un déclin de sa fertilité, donc elle va avoir rencontré des problèmes. Il y a le mode de vie, le stress, on sait qu'il a un impact aussi bien chez la femme sur la qualité de l'ovulation que chez l'homme, sur le plan de la qualité du sperme. Aujourd'hui, on est allé beaucoup plus loin que les problèmes quantitatifs chez l'homme. On sait mieux diagnostiquer les problèmes. Le tabagisme est un effet dévastateur. Pour parler clairement, notamment sur le sperme, on sait qu'il entraîne des anomalies sur l'ADN du spermatozoïde, et donc il peut réellement être responsable de stérilité ou d'infertilité chez ces couples. Professeur Sfrioui, justement, on ne va pas vous parler d'examen parce que ça c'est trop technique pour nous, mais on va parler peut-être de ces couples qui arrivent chez vous, vous l'avez dit, ils sont livrés à eux-mêmes et ils viennent avec un véritable fardeau. Et c'est souvent la femme qui vient vous voir avant tout. Donc en premier, elle vient voir son gynécologue avant de venir voir peut-être le spécialiste des infertilités du couple. Donc quand ces femmes viennent vous voir, elles viennent aussi vous voir avec un état psychologique assez particulier. Lequel? Écoutez, qu'on le vive ou pas, nous sommes dans une société qui pardonne très peu. Nous sommes une société qui s'impose dans le quotidien de la vie des couples. Quand on se marie à une femme ou quand une femme épouse un homme, elle épouse sa famille, sa mère, sa tante, ses sœurs, etc. C'est malheureux à dire et donc ces couples vivent une pression énorme. Et on sait le rapport de la féminité à la procréation. Il est d'autant plus développé dans notre contexte et dans notre culture. Donc je pense que les femmes vivent une détresse beaucoup plus importante sous nos cieux que dans un pays des pays du Nord ou des pays européens où la culture est très différente. Donc il y a une détresse énorme et elles nous voient souvent comme... Qu'est-ce qu'elles vous disent, justement? Elles nous disent, déjà il y a un tabou, hein. Elles nous disent que que j'ai vu tout le monde, j'ai vu plein de médecins, j'ai beaucoup de pression. Chaque matin que je me réveille, j'ai peur de croiser mes voisines ou une personne de ma famille qui va me demander alors c'est pour quand, ça tarde à venir, est-ce que tu as vu le médecin, est-ce que ton mari s'est impliqué, il commence aussi à penser qu'il y a des problèmes sexuels dans le couple, et ça c'est aussi vrai, parce que effectivement pour avoir un enfant, comme je dis à beaucoup de patientes, il faut avoir des rapports sexuels, ouais. Il faut aborder le côté intime, la vie sexuelle de ces couples, qui des fois d'ailleurs prend un coup, même quand la vie sexuelle est normale.
la femme met tellement de pression. Vous savez, c'est un cercle vicieux dans lequel vivent ces couples, où l'homme n'est plus le mari, mais le procréateur. Tout à fait. Et ça, c'est une détresse supplémentaire qu'on met sur le dos du mari. Donc la femme, elle lui dit, écoute, oui, j'étais chez mon médecin, il me dit que dans 2 jours, je fais une injection, et que dans 2 jours, il faut qu'on ait un rapport. Oui. Ça, c'est quand le traitement commence. Quand le traitement commence, parce que de toutes les façons, à un moment ou à un autre, quand ça ne vient pas, on démarre une prise en charge. À partir de combien de temps? Donc, au-delà des 12 mois? Au-delà de 12 mois, il faut commencer d'abord à expliquer, à comprendre pourquoi l'infertilité ne vient pas. Donc il y a un certain nombre de bilans, et les bilans ne peuvent pas être donnés qu'à la femme. Là encore, c'est important. D'ailleurs, pour beaucoup de sociétés savantes, il est important de commencer par un spermogramme, par une analyse du sperme, avant de s'atteler aux problèmes féminins. Donc c'est des ovules, des ovaires. Exactement. Des problèmes mécaniques chez la femme. Il y a aussi des problèmes. Il y a des femmes ou beaucoup de couples chez qui, et ça je n'ai pas fini tout à l'heure d'en parler, c'est pratiquement le 1/5 des couples chez qui on ne trouve pas de problème. Absolument. Et ce sont les couples qui s'attardent le plus à être pris en charge. Pourquoi? Parce que parfois on leur passe le mauvais message. On leur dit, madame, monsieur, on a tout fait, vous n'avez rien. Donc dans leur esprit... Ça doit venir tout seul. Ça doit venir tout seul. Or, on n'a pas expliqué l'origine du problème. Mais le problème n'est pas le bilan. Le problème, c'est la procréation, c'est l'arrivée de ce bébé. Oui, mais quand on dit à ces couples, vous n'avez rien, ça veut dire qu'il n'y a rien à faire? C'est pas le mot qu'il faut passer, madame. Ce n'est pas le message. Il faut dire, nous avons fait les explorations. À ce jour, nous n'avons pas trouvé d'origine à votre problème. Mais on se doit de traiter. D'ailleurs, ce sont des... Mais traiter quoi s'il n'y a pas de problème? Justement. C'est ce que j'ai bien dit. On n'a pas trouvé l'origine du problème, mais le problème est là. Ouais. Oui, il y a des rapports 2-3 fois par semaine. La femme il programme même ça pendant l'ovulation et ça ne se passe pas. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Le problème est là. Le problème, c'est la procréation, c'est l'arrivée du bébé. Et quand il n'arrive pas, même si on ne trouve pas d'origine... Vous soignez le problème ou les causes du problème? Les deux. Oui, mais quand on ne connaît pas les causes. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des techniques d'assistance médicale qui pallient à ce genre de problème. Et d'ailleurs, ça évolue tous les 3-4 ans. Aujourd'hui, on sait que même ces couples répondent beaucoup moins que quand il y a un problème évident aux thérapeutiques simples, comme les inductions de l'ovulation. Des fois, vous savez, on donne un petit traitement, ça marche au bout de 1, 2, 3 cycles. Donc, quand on parle d'infertilité, il ne faut pas toujours s'imaginer le bébé éprouvette, entre guillemets, ou la fécondation in vitro, heureusement. Alors, pour finir, professeur Amas Frewi, beaucoup de couples viennent vous voir, justement. Est-ce que le plus souvent, c'est rapide, vous les aidez rapidement, ou souvent c'est un peu difficile? Écoutez, tout dépend de l'engagement du couple. Et puis, il faut savoir que la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et que le message à passer, c'est que, et ça c'est important parce que malheureusement, nous sommes dans une spécialité, dans un domaine où même dans les meilleurs des cas, l'échec est plus important que la réussite, que le succès. C'est-à-dire, je parle des techniques les plus avancées que sont la fécondation in vitro, par exemple, au jour d'aujourd'hui. Dans les meilleurs des cas, on est entre 40 et 50%, et je suis optimiste, c'est dans les meilleurs des cas. Ça veut dire que dans 50 à 60%, ça ne marche pas. Donc, il est important de passer le message pour dire, madame, vous êtes dans un processus. Madame, monsieur. Ou monsieur, bien sûr, excusez-moi madame. D'ailleurs, ça prouve que les souvent, hommes sont un petit peu absents et qu'on a souvent affaire aux femmes. Et donc, il faut leur dire qu'il y a un processus de prise en charge où on va tenter des choses. Nous allons tenter, d'ailleurs, on parle de tentative d'insémination, tentative de fécondation in vitro. Et il est très important de passer le bon message, de dire qu'il y a un pourcentage de réussite. Et surtout, et ça c'est pour probablement aller vers un message d'espoir, le seul moyen de se donner toutes les chances pour y arriver, c'est d'être patient et d'être persévérant. Ce sont les deux mots que je dis aux couples qui viennent me voir. D'être solidaire et amoureux aussi. Solidaire et amoureux, c'est très important, mais dans cette solidarité et cet amour, il faut avoir de la patience et de la persévérance. Merci beaucoup, professeur Amas Frewi, d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à vous pour votre fidélité. Un grand merci à toute l'équipe technique qui réalise l'émission et qui m'accompagne pour sa préparation. À très vite sur Média TV.